sec, hein, peut-être lié à notre entreprise, lié à la manière dont on a fait les choses, etc. Et je me suis aperçu plus récemment qu'en fait, et c'est pour ça que ça a peut-être un intérêt pour vous, ça n'a probablement pas marché parce qu'en fait j'ignorais les règles du jeu et j'ignorais un certain nombre de phénomènes qui ont été en partie décrits dans les interventions précédentes, qui font que quelque part ça ne pouvait pas fonctionner, même si des gens plus compétents que moi étaient intervenus, même si une entreprise un peu moins naïve que la mienne était intervenue. Et c'est à la lumière de ces quelques éléments que je voudrais interpréter on va dire les éléments d'état de l'art que vous connaissez d'ailleurs peut-être, parce que ça d'entre vous est expert du domaine aussi, que je vais vous présenter maintenant. L'état de l'art est structuré de la façon suivante. On parlait un petit peu des usages, parler des mobilités en mutation, c'est vraiment le contexte dans lequel vous allez travailler, et puis essayer de comprendre finalement vers où ça va, et pareil, pas dans une logique de cristal ou de futurologie, mais d'essayer de vous poser quelques questions. Si on regarde les usages, et donc, du coup nos confrères de Chronos ont publié des choses récemment, ils ont un observatoire des pratiques émergentes de mobilité, donc ils regardent des choses que vous connaissez forcément, que ce soit le covoiturage qui est presque plus émergent, des choses plus originales, vie urbaine, location de voiture entre particuliers, c'était ce que je faisais il y a quelques années. Et il interroge un panel relativement large, 4000 personnes, je crois, pour comprendre qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont pratiqué pour la dernière année. Alors quand on regarde ça, on se dit, bah, il y a beaucoup de pratiques émergentes qui deviennent significatives, le covoiturage, la première peut-être d'entre elles, et en plus ça augmente pour plusieurs, notamment les bus urbaines, les VTC, Uber, les autopartages. Je dirais que c'est 2 fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Mais par contre, le covoiturage, 30%, on dit, oh là là, ça devient conséquent tout ça. Ça, c'est l'anticipation d'évolution. Pareil, les gens, les répondants anticipent que le covoiturage, ça va continuer sa belle histoire, le vélo en libre-service aussi, la marche à pied, le vélo, même la location de voiture entre particuliers, qui n'est peut-être pas finalement même ça va continuer de se développer, le car, enfin tout va se développer, tout sauf la voiture. Il y a que les taxis qui sont promis à une vie comme mort. Bon. Et finalement, la voiture personnelle apparaît presque comme un parent pauvre là-dedans. D'un autre côté, on peut aussi se demander pourquoi la voiture personnelle peut être davantage utilisée qu'aujourd'hui, mais en tout cas, elle est moins favorisée des répondants. Donc, j'espère que tout ceci semble justifier aussi votre propre démarche en disant, bah, on est sur un marché quand même bouillonnant, ça se passe bien, tout le monde veut plus de mobilité et moins de voitures individuelles, veut faire toutes ces belles choses ensemble, et en plus, du coup, si vous aviez de bonnes idées pour relier tout ça, pour rendre ça plus dynamique, et bien quelque part, c'est certainement très utile et nécessaire. La même chose sur le numérique, ça a déjà été dit, évidemment que le numérique joue un rôle de plus important dans les mobilités. D'ailleurs, j'ai souvent été frappé que c'est parfois les acteurs des collectivités qui le disent, on se soucie de dire oui, mais tous ceux qui ne sont pas connectés. Et ça rejoint un peu le sujet de oui, c'est un peu comme les pays pauvres qui n'ont pas s'équiper en smartphone. Dans la pratique, aujourd'hui, on est quand même à plus de 50% de la population, voire 80% qui est équipée d'un smartphone. Et 61% des Français, y compris du coup des personnes qui pourraient être assez éloignées des technologies, finalement utilisent des technologies pour se déplacer, que ce soit pour chercher de l'information ou encore de déplacer. Et pourtant, il y a quand même un petit bémol à tout ça, c'est que dans la pratique, les gens au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent pour se déplacer? Leur voiture individuelle. Globalement, à quelques exceptions. Je préfère parler d'exceptions, parce que si on regarde les statistiques, il y a beaucoup d'endroits où on est 2 tiers ou plus des individus pour se déplacer au quotidien, ils utilisent leur voiture, ils n'utilisent pas autre chose. Et non seulement ils utilisent leur voiture, mais ça ne leur viendrait même pas à l'idée d'utiliser autre chose. Et encore une fois, comme dit M. Stou, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, c'est une réalité, vous pouvez constater, soit sur vous-même, soit sur vos proches. Donc dans la pratique, les choses dont on parle et les choses sur lesquelles vous travaillez, elles concernent en fait une infime minorité de la population, qui est constituée soit de Parisiens et de première couronne, soit de gens qui habitent dans le hypercentre de Lyon et de 4 ou 5 grandes villes en France. J'exagère un tout petit peu, mais globalement, c'est assez proche de la réalité statistique. Donc ça pose forcément question. D'un côté, Michel Dussault parlait d'individualisation en disant bah, finalement, on
dans une société où effectivement on est censé faire des choix individuels et prendre une propre décision en main. Qu'est-ce qui fait que les Lyonnais ont des aspirations qui sont radicalement différentes de gens qui habitent ailleurs, qui n'habitent pas dans des villes comparables. Dans d'entre vous, on pourrait avoir déjà une partie de la réponse, qui tient dans le fait que la ville telle qu'elle est conçue, le territoire tel qu'il est conçu, il n'a pas été conçu pour toutes ces belles choses dont on parlait juste avant. Toutes ces solutions qui sont ici n'ont une chance de survie que sur quelques territoires que j'ai décrits juste après, qui sont le centre de Lyon, et peut-être même qu'il faudrait restreindre le centre de Lyon à 8 personnes, je ne sais pas. Et la même chose dans toutes les grandes villes françaises. Parce que dès que vous n'êtes plus dedans, toutes ces solutions, que ce soit du transport en commun, que ce soit de l'autopartage, que ce soit du VTC, que ce soit du vélo en libre service, soit elles n'existent pas, soit elles ne sont pas attractives ou performantes. Et il y a des raisons à ça derrière. Alors, le monde des mobilités, il est en mutation. D'ailleurs, on voit souvent les constructeurs automobiles s'y mettent beaucoup. Alors, l'exemple de Daimler, vous avez peut-être entendu parler de l'exemple de Daimler, ils sont présents sur plein de choses. Hein. Ils sont présents sur l'autopartage, alors pas en France, et ça a failli se faire annuler il y a quelques années, mais il paraîtrait même qu'ils voudraient revenir en France, et ils ont pas fait le mais en tout cas, ils sont présents dans beaucoup de villes européennes et aux États-Unis. Ils sont présents dans la cartographie avec d'autres constructeurs allemands. Alors là, ils ont mis un peu de pied papier, parce qu'ils voient un enjeu, on va dire, industriel lié aux véhicules autonomes. Ils sont mis dans tout ce qu'on appelle Mobility as a Service, puisqu'ils font une application multimodale qui paraît n'est pas présente en France, mais qui est davantage développée en Allemagne et dans d'autres pays qui veulent. Ils font même un peu de VTC au passage. Donc Daimler est un peu l'exemple type du constructeur automobile qui, semble-t-il, voit un bouleversement de l'ordre établi et comment ça va. Même PSA affirme dans son plan stratégique, son dernier plan stratégique, que finalement la mobilité c'est quelque chose de très important pour eux et que c'est l'un de leurs 2 ou 3 piliers qu'ils ont. Ford, depuis des années, j'ai l'habitude de mettre en introduction à mes étudiants quand je démarre mon cours sur la mobilité, Ford, par la voix de son président, affirme tous les ans avec la même constance que la mobilité, que s'ils sont une entreprise de mobilité, qu'ils ne sont plus une entreprise d'automobile. Même si depuis 15 ans on n'a pas vraiment vu la différence, mais le discours en tout cas lui était très très constant. En fait, à mes yeux en tout cas, les constructeurs automobiles, et pour des bonnes raisons, ne sont pas vraiment rentrés dans la question des mobilités et ne sont pas réellement intéressés dedans. D'abord, ça représente une part minuscule de leur chiffre d'affaires, mais ça représente aussi une part minuscule de leurs investissements. Prenons un constructeur automobile lambda. Son budget, par exemple, publicitaire dans un pays comme la France, pour un constructeur majeur, c'est des quelques centaines de millions d'euros par an. Ce qu'a investi un constructeur dans le développement d'applications autour de la mobilité, c'est quelques millions d'euros, peut-être quelques dizaines de millions d'euros dans le cas de Daimler, dans un cas particulier. Donc en fait, c'est même pas le prix d'une opération de com, en fait, quand on y réfléchit. Et comme par ailleurs, ça ne produit pas de résultats sérieux, on peut imaginer, en tout cas dans ma perspective, qu'ils ne sont pas des acteurs sérieux des mobilités. C'est normal parce que leur activité elle est tout autre, celle des voitures et qui est un autre marché. Alors on a comme d'autres acteurs, les constructeurs sur le marché de mobilité, on a des acteurs comme Uber, et des acteurs comme Uber, que vous connaissez forcément, qui arrivent un petit peu avec, non pas comme un acteur des transports, vous savez, comme un acteur des technologies. Et eux au départ, ils ont surtout une capacité à se faire beaucoup d'ennemis. Même si récemment ils ont changé et au contraire ils essayent de faire des amis avec notamment avec les villes et ils prétendent inventer des nouveaux modèles. Alors, ce qui est intéressant c'est que au départ, d'ailleurs Uber s'appelle Uber Taxi, c'est eux qui n'ont pas eu le droit de conserver le nom à San Francisco pour des questions justement légales, donc ils sont appelés Uber tout court, parce qu'en fait ils n'ont fait que réinventer le métier du taxi, ce qui est déjà très 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 bien, parce que ça partait très très bien comme métier. Et aujourd'hui ils prétendent avec les villes, notamment aux États-Unis, dire bah voilà, on va substituer le transport en commun ou développer le transport en commun là où il n'existe pas, là où il ne peut pas être développé. Et ce qui est intéressant quand on regarde le cas français, c'est qu'en France, il y a déjà énormément de villes, notamment de villes moyennes, qui ont déjà un système similaire de subventionnement, où ils financent un acteur privé qui va faire des systèmes de rabattement et des systèmes de liaison,
qui marchent jusqu'à un certain point, qui ont aussi leurs limites, mais la beauté du beurre, c'est aussi de présenter comme quelque chose de très nouveau. Mais fondamentalement, à ce stade, le beurre ne change pas fondamentalement, on va dire, nos mobilités, et en tout cas, il ne change pas fondamentalement l'impact des mobilités dans nos vies. Les acteurs du covoiturage, de la même façon, ils sont très nombreux, vous savez peut-être. Il en est beaucoup chaque année, il en meurt beaucoup chaque année, et il y en a beaucoup à l'instant T, de présent. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde aurait envie qu'on fasse du covoiturage au quotidien, parce que ça réglerait en apparence un certain nombre de problèmes. On dit finalement, si on divisait par 2 le nombre de voitures sur les routes, en permettant de covoiturer, on aurait réglé une grande partie du problème. Donc dans la pratique, pour l'instant, personne n'a encore trouvé la formule magique. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui le covoiturage, ça fonctionne bien, et ils n'ont pas réellement besoin, pas tant que ça besoin d'un carrosse ou d'une plateforme. C'est un plus, mais ça ne change pas fondamentalement leur pratique. C'est-à-dire que la pratique du covoiturage au quotidien, donc ce travail existait avant ces plateformes, elle existait même davantage avant ces plateformes qu'aujourd'hui, elle existe depuis 40 ou 50 ans. Aux États-Unis, à une époque, il y avait 30% de la population salariée qui covoiturait. Évidemment, on n'en est plus là aujourd'hui. Donc c'est juste une aide. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire en sorte que, ni en France ni ailleurs en tout cas, on ne sait pas encore comment faire en sorte que parmi les 80% ou 115% d'individus qui chaque matin prennent leur voiture pour aller travailler, comment faire en sorte qu'ils covoiturent. Parce que c'est une question qui est en fait très complexe, qui est beaucoup plus complexe que celle du covoiturage individuel. Même s'il y a des initiatives de coopération. Ce qui va un petit peu plus loin, à mes yeux, même si c'est très préliminaire, c'est le fait de chercher des alliances avec d'autres acteurs. Donc il y a des tentatives d'alliance avec l'acteur public, mais l'acteur public, il est déjà dans son rôle, on va dire, de traiter de la question des mobilités, en tant qu'organisateur de mobilité. Par contre, travailler avec des acteurs comme les acteurs de l'immobilier, c'est quelque chose qui a son importance. Pourquoi? Parce que dans l'histoire des transports, et ça a été rappelé par Petite Touche précédemment, en fait, les acteurs privés, notamment les acteurs de l'immobilier, ont joué un rôle extrêmement important. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, par exemple, à la grande époque du tramway ou des trolleybus, un peu plus d'un siècle, les villes se sont développées autour de ces transports en commun. Aujourd'hui, on appelle du Transport Oriented Development, le TOD, en fait, était déjà fait, comme disait Michel Dussault, au XIXe siècle, et finalement a d'ailleurs donné des résultats plutôt assez positifs, y compris d'un point de vue urbain et en termes de qualité de vie, parce qu'on développait autour de stations, dans un rayon d'1 kilomètre ou 1,5 km, des choses qui étaient de moyenne ou de bonne densité, et qui offraient une grande qualité, aussi bien économique, de vie ou de commerce. Dans un second temps, ce qui a énormément permis le développement de la voiture, qui était normalement un véhicule qui était absolument l'antithèse d'un mode de transport adapté à la ville. C'est le plus inefficient des modes de transport en ville. Bien sûr, en dehors de la ville, c'est probablement le plus efficient. Mais dans la ville, c'est le plus inefficient qu'on puisse imaginer. Enfin, qu'on ait imaginé à ce jour, du moins. Et bien en fait, ce qui fait que ça a marché, c'est que, notamment, les acteurs de l'immobilier ont vu une opportunité fantastique de faire des affaires, bien sûr, que ce soit sur la partie résidentielle ou sur la partie commerciale. Et donc tous les modèles qu'on connaît aujourd'hui de développement urbain ou de périurbanisation et les modèles de commerce, en tout cas tous ceux qui sont centrés qui sont fondés sur notamment les hypermarchés ou les malls aux États-Unis, ils reposent sur cette alliance de circonstances à un moment donné entre les constructeurs automobiles et les acteurs de l'immobilier. Dans l'exemple d'ailleurs du tramway, les acteurs de l'immobilier possédaient éventuellement des compagnies de transport. Et aux États-Unis, quand les acteurs de l'automobile en fait, ont voulu renverser la vapeur en leur faveur, ils ont racheté des compagnies de transport qu'ils ont tuées eux-mêmes pour accélérer, on va dire, un petit peu la transition, entre autres choses. Et ils n'ont pas hésité à faire ça. Et là où je pense qu'il faut que nous, on l'intègre dans notre réflexion, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, se contenter de se dire tiens, on va concevoir une application qui soit meilleure, ou même une expérience qui soit meilleure, c'est une bonne chose. Mais fondamentalement, il faut peut-être qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme grands objectifs à long terme, et se demander quelles sont les questions, quelle sont la manière dont on veut le faire. Et la manière dont on veut le faire, ça repose certainement sur
quelles sont les règles du jeu avec lesquelles je joue, est-ce qu'on peut changer les règles du jeu, est-ce qu'on peut les contourner au besoin. Quand je parle de règles du jeu, ce n'est pas forcément des questions réglementaires de se dire tiens, il faut se mettre dans l'illégalité. C'est de se dire quels sont les autres acteurs et est-ce qu'on peut faire des alliances avec eux ou pourquoi pas les contourner ou les mettre ou changer leur rôle dans la société. Parce que sinon, la plupart des choses qu'on développera concerneront toujours 15% de la population française. Ce qui peut être intéressant, mais qui n'a pas d'impact global. Ça touche notamment aux questions d'aménagement, que j'ai évoquées. Hein. On a évoqué tout à l'heure hein, les théories de Jean-Pierre Orfeuille sur le besoin d'avoir des domiciles de travail, des trajets de moins de 30 minutes. Pourquoi moins de 30 minutes? En fait, toutes les questions dont on discute, une des manières de les aborder, et d'ailleurs qu'on aborde rarement explicitement de cette façon-là, c'est comment les mobilités elles contribuent, on va dire, à une notion de bonheur ou de satisfaction dans nos vies. Michel Dussault a rappelé le mouvement des mobilités studies qui, justement, prend le sujet des mobilités comme étant constitutif d'une grande partie de nos vies, peut-être à 100%, mais en tout cas, clairement, beaucoup de choses. Et donc, ça oblige à se poser la question de quel est l'impact de mobilité sur nos satisfactions. Et il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, que plus vous avez des distances de travail qui sont longues, plus votre santé est mauvaise, plus votre déclaration, enfin votre bonheur déclaratif, on va dire, votre satisfaction dans la vie est faible, moins vous avez d'amis, moins vous les voyez souvent, plus vous êtes obèse. Et donc, il y a des études qui montrent précisément, par exemple, on peut prédire sur une agglomération donnée où des études ont été faites, en fonction de où vous habitez, quel est le nombre d'amis moyens que vous avez. Ou le nombre de contacts comment difficile d'avoir des relations fréquentes avec des cercles amicaux ou de soutien. Ce qui a un impact, bien sûr, sur votre bien-être, puisque si vous avez moins de gens, quand vous avez des difficultés dans la vie, vous avez moins de gens pour vous aider. Ce genre de choses. Donc, et d'autres études ont montré justement que le temps optimal ressenti par les gens pour le domicile de travail, c'est par exemple autour de 15 minutes. C'est-à-dire moins, finalement, les gens ont tendance à dire c'est presque trop court, j'ai besoin d'une transition, etc. Et au-delà, finalement, il y a une dégradation progressive. Évidemment, la dégradation elle est importante quand vous êtes à 1 heure ou plus. D'où l'urbanisme des courtes distances qui ont entre autres expérimenté sur Lyon, ou sur Bordeaux, ou sur d'autres. Il y a aussi des réflexions qui ont été évoquées à Barcelone avec les superblocs qui visent à réorganiser la ville, non pas dans une logique que tout ou rien en disant tiens, il ne faut pas de voiture, ou, parce que ça ne marche pas forcément et ce n'est pas réellement faisable, parce que les mobilités font la ville et la ville fait les mobilités possibles, donc c'est une rétroaction à deux sens. Donc, quand on a des villes qui sont fondées sur la voiture aujourd'hui, on ne peut pas du jour au lendemain dire tiens, on va supprimer la voiture en ville, ça ne marche pas. Donc la réflexion sur Superbluff, on dit c'est-à-dire, c'est pas tellement qu'on a besoin d'avoir 0 voiture en ville, c'est pas ça le sujet, c'est qu'on a besoin d'avoir des espaces où on a un meilleur équilibre entre à la fois les modes de transport, mais surtout toutes les activités. Donc la réflexion sur Superbluff, c'est-à-dire c'est inefficient, y compris pour les conducteurs automobiles d'ailleurs, d'avoir des voitures partout, parce qu'au final ça embouteille pas. Et donc dans les Superbluff, on se dit voilà, on va mieux circuler sur certains axes, y compris pour les voitures, encore plus pour les bus. Et puis, au sein de ces superblocs, qui sont des blocs de 9 pâtés de néon, qui sont déjà existants en fait dans l'architecture, dans l'urbanisme en particulier, et on va avoir un mix d'activités et de modes de transport qui va être différent, qui va être beaucoup plus local. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens dans certaines rues d'avoir des gens qui l'empruntent mais qui ne s'y arrêtent pas. Bien sûr qu'ils ont besoin de s'y arrêter pour une livraison ou parce que c'est votre destination, ça a du sens. Si c'est juste pour le traverser, ça n'a aucune valeur ajoutée pour le quartier. Et donc, ils cherchent à redessiner l'ensemble de la ville progressivement, par étapes, autour de schémas de ce type-là, et donc d'avoir beaucoup plus de vie à l'intérieur de ces blocs. Il n'y a pas que Barcelone qui travaille là-dessus, hein, puisque une ville comme New York, le jour où ils ont décidé de récupérer une grande partie de Broadway, ils ont finalement réclamé de l'espace qui était entièrement dédié à la voiture pour en mettre une grande partie dédiée à d'autres usages. Il y a quand même des voitures à New York comme ça. Pour terminer, il y a beaucoup de buzzwords dans la mobilité, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de choses qu'on tient pour importantes pendant quelques années avant qu'elles disparaissent.
le sujet de l'Hyperloop, très brièvement, il est intéressant à mes yeux simplement parce que, quelque part, il procède de la même logique que la logique automobile, c'est-à-dire qu'il consiste finalement à nous permettre de sortir des villes pour aller habiter plus loin. Et en fait, c'est la logique américaine de développement des villes, vous savez, de périurbanisation, qui consiste finalement à sortir de plus en plus loin de la ville, parce que la ville d'ailleurs était difficilement vivable, ou est difficilement vivable. Et dans Hyperloop, un certain nombre de modèles économiques autour d'Hyperloop, par ceux qui portent le projet d'Hyperloop, consiste à dire effectivement, on va irriguer des villes ou les relier entre elles, et puis, comme le dit Michel Dussault, façon 19e siècle, on va créer une gare au milieu de la campagne, et on va créer un nouvel endroit où les gens vont pouvoir vivre, et où ils seront en un quart d'heure du centre d'une grande ville, alors qu'ils sont peut-être à 100 km, pour le coup 150, ce qu'on fait aujourd'hui avec un bon lieu RER ou avec surtout des autoroutes principalement. Donc c'est un moyen d'aller plus loin, mais en fait c'est la même logique qui est à l'œuvre, qui peut être adaptée à certains territoires, mais qui, sur un territoire en tout cas français, pose un peu question, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour une ville comme Lyon de se dire tiens, demain on pourrait avoir l'Hyperloop qui nous relie soit des villes moyennes existantes ou au contraire des villes qu'on créerait à sur 50 km d'ici, qui deviendra une sorte de proche banlieue. Est-ce que c'est un modèle qui est réellement désirable? Ça, c'est une photo prise en arrivant. C'était pour ajouter une touche de vélo. J'ai eu la chance de... Pour moi, c'était une chance ce matin que le tramway T3 apparemment avait des petits soucis. Pourtant, j'apprécie beaucoup le tramway, j'apprécie les modes ferrés en général, j'apprécie le chemin de fer, donc comme le tramway ressemble un petit peu à un frein, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, je me suis rendu compte que je me suis posé une question stupide que j'aurais jamais dû me poser. J'avais envisagé de venir en tramway. C'est très bien, c'est pas très loin, 3-4 stations. D'un autre côté, le vélo, prenait moins de temps, coûtait moins cher, c'est 1,50 €. C'est en rouge, hein, c'est gentil. Ça coûte 1,50 € la journée, donc moins cher que pour le moment de payer un aller-retour en tramway. Donc, comme je disais, ça prend moins de temps, en tout cas d'après l'application. Il ne pleut pas, donc a priori les conditions sont réunies pour. Et en même temps, je me dis, je viendrai quand même en métro. Pourtant, je suis en bonne santé et je ne suis pas chargé. Pour ça, les deux sont acceptables, vous me direz, évidemment. Et donc, le tramway en panne m'a convaincu que je pense pas le vélo. Et en réfléchissant dessus, je me suis dit quand même, il y a quand même quelques raisons qui m'ont fait au moins me poser la question, qui sont des raisons peut-être d'expérimenter aussi, qui sont peut-être aussi qui font un sujet pour vous au cours de ces 15 jours. C'est le fait que finalement, prendre un abonnement une journée, c'est pas très simple. C'est beaucoup plus simple avec les gens en vert là, qui viennent d'arriver. D'ailleurs, ici on fait sur mobile, là j'ai dû me reprendre à 2 fois avec ma carte bleue, je ne sais pas pourquoi la première fois il ne la voulait pas, mais pour l'instant personne ne sait. Sur un vélo en général, on ne peut pas mettre son téléphone mobile, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors moi je ne connais pas bien Lyon parce que je n'ai pas une grande expérience de Lyon, alors ça c'est bête à dire, mais. Et d'ailleurs je fais la même chose à Paris parce que c'est parisien que ça, et donc du coup, je ne sais jamais où mettre mon téléphone, alors c'est toujours un peu dangereux et bizarre. Et puis le problème aussi avec Station, c'est une bonne innovation qui est née globalement à Lyon, en tout cas qui a été lancée à Lyon à grande échelle, c'est que le système des stations fait qu'on perd un tout petit peu de l'intérêt du vélo en termes de compétition avec la voiture ou même avec d'autres modes de transport, qui est que le vélo, ça peut permettre d'arriver a priori à destination. Et avec le système des stations, alors quand il est dense, et encore là il y en a une à côté, ça marche bien, mais s'il n'y a pas une station totalement à destination, on perd un petit peu le côté, on est obligé de rajouter 5 minutes de marche, ce qui est peut-être très bien pour la santé, mais on perd le gain de temps potentiel, alors que je me rends compte que le vélo très souvent en centre-ville, il est plus rapide, y compris que les transports en commun. Et c'est d'autant plus vrai si on fait du vrai porte-à-porte. Et du coup, j'ai pris la suite avec le GoBike quand même, parce que d'abord, la dernière fois que je suis venu, c'était le 30 novembre, c'était il n'y a pas très longtemps, et ils n'étaient pas encore là. Ils sont arrivés là sans me le dire, en plus, apparemment en décembre. Et du coup, ça se passe très vite, ils sont en train de déployer dans beaucoup de villes en Europe. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur savoir si c'est juste complémentaire, si c'est une concurrence déloyale, s'il faut les empêcher de faire ça. En plus, vous avez vu, ils sont juste à côté de la station publique, donc ils exploitent un peu dans les publics, même la visibilité du
système public. Donc comment gérer ça, ça pose aussi des vraies questions. Et de l'autre côté, si on a une politique en faveur du vélo comme Lyon, j'ai pu profiter des pistes cyclables au Cantal, est-ce qu'on a envie de se passer finalement d'une offre supplémentaire donc, il y a des vraies questions que se posent beaucoup de villes aujourd'hui, de rendre comme... D'ailleurs, cette solution-là est peut-être une très bonne solution pour les villes moyennes qui n'ont pas vocation à déployer des systèmes de vélo comme bon, le véhicule autonome, tout le monde parle de véhicule autonome. Le sujet que ça pose, en fait, il est le même que pour la voiture. C'est la question de qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on autorise à faire. Vous savez que les voitures, au départ, en ville, elles n'étaient pas autorisées, ou alors elles ont été autorisées au départ qu'avec une personne devant qui devait ouvrir la voie avec un petit fanion rouge pour dire attention, et puis avec des restrictions très très fortes sur son utilisation, et qui étaient demandées par les habitants des villes, tout simplement parce que aussi les voitures ne concernaient qu'une toute petite partie de la population, et donc l'immense majorité des habitants des villes ont souhaité au départ contrôler l'usage de la voiture, qui était potentiellement gênant, puisque l'usage des rues qu'on avait était aussi très très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les rues étaient entièrement partagées par défaut. C'était un peu de la cacophonie, mais les gens appréciaient ça. Et en fait, les questions qui se posent autour du véhicule autonome, elles sont un petit peu de la même magnitude, du même type, que celles par rapport à la voiture. Des villes comme Paris annoncent qu'elles n'autoriseront pas le véhicule autonome individuel. Très bien. En même temps, c'est facile pour l'instant, puisque personne n'en a, donc ça gêne personne. Quand une partie de la population, y compris à haut revenu, aura des véhicules individuels, ce sera un problème tout aussi difficile que de fermer les voies sur berge, qui concerne pourtant qu'une infime partie du réseau de transport parisien. Donc il y aura un vrai sujet autour de ça pour les villes à traiter. Et comme pour la voiture, le véhicule autonome, s'il se développe d'un point de vue technologique, et il a le même potentiel de entièrement reformater nos villes pour le meilleur comme pour le pire. Sur la question de mobility as a service, qui est l'autre tendance du moment, un peu du recyclage de mobilité comme service qu'on a pu développer depuis 10 ans, mais au départ, mobility as a service tel qu'il a été initialement conçu par ses promoteurs, c'est tout sauf la voiture individuelle. C'est-à-dire de dire comment dans une ville justement comme Lyon, on peut avoir de la mobilité qui se passe pour l'essentiel de la voiture individuelle, en tout cas au quotidien. Et pourquoi c'est possible? À cause de tout ce qu'on a vu avant, parce qu'on a du transport en commun, parce qu'on a plein d'autres possibilités de mobilité qui peuvent répondre à tous nos besoins de la vie quotidienne et on peut mettre tout ça ensemble, plus ou moins, et grâce à ça, les gens n'auront plus besoin de voitures individuelles. Donc on pourra aussi leur dire qu'il n'y a plus de voitures individuelles dans certaines parties de la ville parce qu'ils auront toutes les alternatives nécessaires. Alors aujourd'hui c'est repris à toutes les sauces, y compris par les constructeurs automobiles, c'est ça qui est assez rigolo, qui en ont une perception un tout petit peu différente évidemment. La problématique qu'il y a derrière, en tout cas les questions que ça pose, c'est notamment une question de clivage supplémentaire entre le centre qui peut être dense et qui peut se permettre d'avoir ces solutions-là et qui les a déjà en grande partie, et le non-dense, et qui commence très très vite. Le non-dense, dès probablement qu'on sort de Lyon, on est déjà dans le non-dense. Qui, en tout cas tel qu'aujourd'hui on conçoit le mobilité de service, déjà n'a pas de transport en commun ou peu, ou pas aussi dense, pas du tout avec le mobilité de service, qui n'a pas de vélo en libre service, qui n'a pas de VTC ou beaucoup moins, etc. Et donc potentiellement on va renforcer effectivement un clivage qui est déjà existant, certes, mais qui peut devenir aussi problématique. Et puis dans le mobilité de service, on a une autre question celle qui était évoquée au sujet de Google, c'est qui s'occupe de mobility as a service. Le transport en commun, c'est quelque chose d'assez simple et clair dans la mesure où, comme il y a un financement public qui est nécessaire, tout le monde est d'accord avec le fait que c'est l'acteur public qui le chapeaute d'une façon ou d'une autre, et c'est vrai même aux États-Unis. Quand on est dans le contexte de mobility as a service, on parle justement d'agréger des œuvres qui sont publiques, qui sont privées. Qui doit opérer tout ça? Qui doit chapeauter? Est-ce qu'on doit avoir un seul offreur de mobilité as a service, sur le modèle du transport public, en disant, ça pourrait très bien être Keolis à Lyon, qui rajoute les offres privées, et puis ça fait une sorte de mobilité as a service sous tutelle publique classique? Ou est-ce qu'un autre acteur privé pourrait très bien lancer une aide de mobilité as a service
peut-être d'ailleurs pour une clientèle spécifique, professionnelle, ou un segment de la population qui a des besoins spécifiques. Mais est-ce qu'on va l'autoriser à faire ça et dans quelles conditions? Ça, c'est des choses, des questions à laquelle peu de villes ont répondu aujourd'hui, parce que c'est trop linéaire. L'autre aspect là-dedans, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles de mobilité et de services, ils n'ont pas de modèle économique avéré qui fonctionne réellement. C'est encore expérimental. Comme souvent dans les transports et la mobilité, c'est pas avec les modes de transport qu'on gagne réellement de l'argent. Je sais qu'il y a des grandes entreprises de transport, mais globalement, les transports en commun, on sait qu'ils fonctionnent qu'avec un financement public. Les entreprises d'automobile, elles gagnent très peu d'argent, elles fonctionnent uniquement sur l'effet volume, elles ont toutes été, à un moment donné de leur histoire, financées par l'acteur public, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et c'est vrai même sur les 20 dernières années, vous savez. Donc, et c'était vrai aussi, bien sûr, du train avant et du train. Donc, en fait, on est dans une situation où financer mobilité ce service ou financer d'autres offres de mobilité, ça requiert aussi peut-être une certaine imagination sur la manière de faire. Tout comme au 19e siècle, il y avait cette imagination de ceux qui faisaient de l'immobilier en même temps qu'ils faisaient du tram. Donc, quelque part, en tout cas, c'est l'approche qu'on retient dans Mobility as Network, c'est simplement de se dire on ne peut pas se contenter d'une approche qui soit mono-perspective. Nous, on essaie de combiner 3 perspectives, mais ce n'est que 3 parmi d'autres. Et pour concevoir des choses nouvelles qui aient vraiment d'impact, je pense aussi qu'il faut considérer aussi bien ce que font les gens, ce qui va les rendre heureux, que des questions qui sont celles de la politique de la ville, que des questions qui sont des questions d'infrastructure, que des questions qui peuvent être de pur numérique ou de pur service. Nous, on a choisi, on met accent en partie sur les questions de data, sur les questions de service et sur les questions d'infrastructure et de conception du territoire. Il y en a évidemment d'autres qui peuvent être considérés. Et enfin, à mes yeux en tout cas, pour peut-être que vous ayez des projets qui aient un réel impact, il faut se poser bien la question de qu'est-ce que vous voulez résoudre. Alors j'ai vu que bien sûr il y a 6 thèmes, mais derrière il y a des questions. Pourquoi on traite ces thèmes-là? Pourquoi on veut traiter l'accessibilité? Pourquoi on veut améliorer l'expérience des transports? Les Américains vous diraient, de toute façon c'est quelque chose qui est déficitaire, donc on ne va quand même pas non plus rajouter des coûts. Enfin, il y a des pays où ils se demandent pourquoi en France on met des sièges qui sont réputés confortables dans les trains. Apparemment, les TER sont plus qualitatifs que dans d'autres pays. On peut se poser la question de tout ça. Moi, j'ai listé 4 sujets qui sont les miens et que je pense en partager par beaucoup, mais qui méritent peut-être d'être posés. Et peut-être qu'on ne traite pas de tous les sujets en même temps et de tous les enjeux en même temps. Mais peut-être qu'un projet, il cherche à traiter l'un ou l'autre de ces enjeux-là ou d'autres qu'il voudrait mettre derrière. Et ensuite, moi je pense sincèrement aujourd'hui que pour des choses qui aient de l'impact, qui ne soient pas juste de l'innovation incrémentale, qui est certes utile, on peut très bien améliorer n'importe quel process ou améliorer n'importe quelle expérience à la marge, mais si on veut des choses qui demain vont toucher plus de personnes, où ils vont réellement améliorer la qualité de vie d'un certain nombre d'entre nous, il faut qu'on prenne conscience de ce que sont les règles du système actuel et qu'on se demande comment on peut les faire évoluer, voire les contourner en attendant. De désirabilité. C'est-à-dire que si on propose des choses que nous-mêmes on n'utiliserait pas, il y a peu de chances que ça marche pour les autres. Par exemple, je travaille avec des acteurs dans l'électrique, dans le véhicule électrique, et j'ai toujours été frappé des gens par exemple, qui vous vendent des bornes électriques et qui n'ont pas de voiture électrique. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Si vous-même vous vendez aux gens des voitures électriques par exemple, et que vous-même vous ne roulez pas en voiture électrique, ça décrédibilise votre truc. Il y a plusieurs villes aux États-Unis où des directeurs, soit de l'opérateur, soit de l'autorité de transport, ont obligé leurs cadres, notamment à New York, à prendre les transports en commun, au moins pendant une certaine durée, en leur disant je veux que tous les jours vous veniez en transport parce que comment vous pouvez travailler sur le réseau de transport en commun si vous-même vous ne l'utilisez pas? Enfin, bien sûr que ça ne suffit pas comme expérience, mais si vous-même vous ne voyez pas les problèmes au quotidien, vous n'aurez même pas envie de les résoudre. Au moins, vous aurez envie de résoudre la portion de ligne sur laquelle vous empruntez au quotidien, c'est le minimum. Donc il faut créer des modèles attractifs et puis songer à de nouvelles alliances, c'est-à-dire pas simplement créer une appli ou créer
une fonction particulière, mais se demander, quand on crée cette application, ce service, qui va avoir envie finalement de le développer à une autre échelle. Un exemple récent que j'ai, c'est mon dernier exemple, je travaille avec des acteurs de l'immobilier sur des sujets de stationnement dans les nouveaux quartiers. Et historiquement, justement, les acteurs, les promoteurs immobiliers, ils ont plutôt été partie prenante pour construire beaucoup de places de parking. Enfin, les villes leur ont demandé aussi de construire beaucoup de places de parking, tout le monde voulait des places de parking. En fait, maintenant, elles sont tout à fait d'accord pour construire moins de places de parking. Pourquoi? Parce qu'ils y voient leur intérêt. Je ne crois pas forcément à l'altruisme fondamental, mais en fait, il y a plein de situations aujourd'hui où tout le monde comprend l'intérêt de construire moins de places de parking. Pourquoi? Parce que le promoteur, parfois, ça lui coûte de l'argent en fait, d'en avoir trop. Aussi, s'il met trop de places de parking, il ne peut pas mettre d'autres choses à la place qui ont peut-être plus de valeur. Des espaces où ce soit des bureaux ou autre chose. Et il arrive à convaincre une grande partie de ses clients, notamment les entreprises qui vont s'installer, qu'on peut mettre moins de places de parking si on offre d'autres services à la place. Alors ça ne marche pas dans tous les contextes, mais il y a un certain nombre de contextes où, à un moment donné, tout le monde est d'accord, à la fois pour mettre moins de places de parking, peut-être pour les mutualiser entre elles, pour mettre d'autres services associés. Et donc vous avez à la fois des gens qui offrent des solutions autour de ça, vous connaissez peut-être, il y en a d'ailleurs qui sont basés à Lyon, comme Copark, qui vont mutualiser des places de parking, et vont faire la même chose avec moins de places, mais c'est toujours ça de gagner, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est déjà ça. Vous allez avoir des promoteurs ou des bailleurs sociaux, par exemple, qui vont trouver ça très intéressant, parce qu'un bailleur social, lui, il a un nombre fixé de places qui est même réglementaire dans la loi, et donc si vous lui dites qu'il a été obligé de construire 100 places de parking s'il avait 100 logements, alors maintenant il peut construire un peu moins, de toute façon il les a, peut-être qu'il a que 60 locataires qui louent ces places, donc il a 30 ou 40 places sur les bras. Si vous lui dites demain qu'en les mutualisant, il peut gagner un peu d'argent et du coup réduire ses charges, il va être content. Donc il y a plein d'acteurs qui, à un moment donné, peuvent avoir un intérêt bien compris à aller dans une direction qui peut être perçue comme positive. Voilà. J'ai peut-être pas aimé. Il y a des éléments qui sont affichés au mur, je crois, mais qui sont aussi disponibles si vous le souhaitez, qui ont été réalisés plutôt par mes collègues de Chronos sur des éléments, pas de prospective, mais de scénario et de tendance. Alors il y a des choses au mur, mais on peut les diffuser assez facilement en format numérique. Oui. Les supports aussi, et voilà, on a différents supports liés à mes travaux qui sont tous aussi en fait Chronos, une connaissance open source, et qui sont faits pour être réutilisés d'une façon ou d'une autre. Merci de nouveau pour ce travail analytique, prospectif très important et à double titre, puisqu'effectivement on a réutilisé en discutant un certain nombre de points de départ qui sont des analyses de contexte qui sont très riches, qui ont été réalisées par Wichert et Chronos et que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Donc merci encore. Merci.